en fait, ce qui revient pas est réglé d'une certaine façon. Donc je pense que quand tu as quelque chose qui revient et que tu n'as pas forcément l'intention que ça revienne, mais vraiment que ça te colle à la peau, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et je pense que les meilleures fictions sont là. Est-ce que c'est parce que nous étions au bord d'un lac ou alors parce que la nuit est tombée petit à petit sur nous? Il faisait très doux ce soir-là, au bord du lac d'Enghien, pour mon rendez-vous avec Jad Hilal. C'était avant l'hiver, avant la guerre, avant la fin d'un monde qui s'écroule, pour en reconstruire un autre, peut-être. En 2020, juste avant le confinement, j'avais lu et adoré Une baignoire dans le désert, son deuxième roman publié chez Elisade. Mais la pandémie a mis entre parenthèses la rencontre en librairie que nous avions imaginée. Alors, quand en septembre 2023, il publiait Le Caprice de vivre, toujours chez Elisade, je n'ai pas réfléchi longtemps avant de lui proposer de venir aux gens qui lisent. Une évidence, un déclic qui se produit parfois entre un auteur et une libraire, une lectrice. Dans ce texte follement contemporain, rock et sexy en diable, il met en scène 3 personnages aux prises avec leurs démons, avec les vertiges du monde, de leur monde qui se termine. Pour en inventer un autre, peut-être? Pour notre podcast, nous avons parlé longuement, tandis que la nuit tombait sur l'eau. Il y avait des chauves-souris et de la mélancolie, des romans d'une vie et des rencontres humaines, beaucoup de douceur et d'humanité. Je vous préviens seulement, si vous n'avez pas lu Belle du Seigneur, la fin de ce podcast contient un spoiler. Pour ce nouvel épisode des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, j'ai écouté les bruits de la nuit et du monde avec Jad Hilal. Sympa, non? Ouais, c'est sympa, c'est trop beau. T'aimes bien? C'est génial. Donc là, c'est le lac d'Enghien. C'est ça. Et c'est le premier enregistrement que je fais by night. C'est vrai? C'est magnifique. Quel bonheur. Tu vois, c'est le Prums. Tu veux qu'on commence direct? Allons-y, T'es prêt? dans le feu de l'action. Alors vas-y, dis-moi où on est. Nous sommes donc à Enghien-les-Bains, au bord du lac, qui m'inspire beaucoup parce que je trouve que c'est un endroit dans lequel, à une certaine heure, la lumière est intrigante. Parce que je trouve que les teintes sont exactement les mêmes dans l'eau que sur le ciel. C'est joli. Alors la première question c'est, que représente la lecture pour toi? Qu'est-ce que ça te fait de lire? Qu'est-ce que ça te fait de pas lire? C'est une question qui a eu différentes réponses, je pense, dans le temps. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, je lis parce que c'est un besoin. J'ai besoin de lire. Je sens que ma journée est inachevée si j'ai pas lu. Donc j'essaie de lire de manière un peu névrotique, je pense, comme beaucoup de choses que je fais dans la vie, mais j'essaie de lire un certain nombre d'heures. Ouais, enfin disons que j'essaie de faire en sorte de lire un petit peu des textes, disons, de sciences humaines et puis des textes littéraires. Quand je peux pas le faire. Pourquoi tu peux pas le faire quand tu peux pas le faire? Voilà, c'est le temps, c'est simplement le temps, c'est des obligations ou des choses comme ça. Et il y a quelque chose d'assez frustrant dont j'ai du mal à me remettre et j'envie beaucoup les gens qui en arrivent à lire pour le plaisir quand ils peuvent. Voilà. Tu lis pas pour le plaisir? Ben, je crois pas. Je crois que j'ai des pointes de plaisir. J'aime l'état dans lequel ça me met parfois. Surtout après, par exemple, je sais pas, un effort, une journée un peu incendiaire. Je crois que j'aimerais arriver à être un peu plus relâché sur quand je lis, quand je peux lire. Et d'autant plus, alors donc c'est un besoin, c'est une espèce de drogue ou enfin je sais pas comment on met ça. Récemment, et c'est pour ça que je te faisais cette réponse-là, récemment c'est aussi devenu quelque chose qui m'aide à dormir. Ok. Voilà. C'est-à-dire c'est soporifique? Non, même pas. C'est-à-dire que j'aimerais que ce soit ça, mais je fais des insomnies assez régulièrement. Et dans le cadre des insomnies, comme la nuit qu'on a là maintenant, des choses échappent un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes temporalités, les gens ne font pas les mêmes choses. Il y a quelque chose d'un peu intriguant dans le fait d'être soit seul éveillé quand tout le monde dort autour. L'impression que on est en décalage avec le reste, et donc ça me donne parfois le sentiment de perdre le contrôle. Et quand je lis,
je reviens à quelque chose que je contrôle un petit peu. Et tu as besoin de conditions particulières pour lire, de calme, d'être dans un endroit très particulier, ou tu peux lire partout, dans le transport, Ouais, même quand tu as 2 secondes devant toi? Effectivement, j'arrive à lire un peu partout. J'écoute un petit peu de musique classique et j'essaie de lire, voilà. Ah oui, en effet. Et comment les livres sont rentrés dans ta vie? Est-ce que tu te rappelles des premiers livres que tu as, pas forcément des premiers que tu as lus, mais des premiers que tu as aimé lire? Et comment ils sont arrivés entre tes mains? Moi, j'étais assez seul quand j'étais petit. J'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère seulement, et j'avais pas beaucoup de copains. Donc, j'avais beaucoup de temps. T'avais quel âge? Je devais avoir 5-6 ans. Okay. Donc j'avais énormément de temps. Et c'est un temps que je consacrais souvent à la lecture. Et je lisais beaucoup de livres de compagnonnage. C'est-à-dire des livres dans lesquels les personnages avaient des amis tout le temps. Il y avait toujours des problématiques familiales, des problématiques amicales, etc. Donc par exemple, je sais que les 2 livres qui m'ont le plus marqué à cet âge-là, donc les 5-6 ans, c'était Le Petit Nicolas, que je lisais vraiment, que je dévorais, et Max et Lily, que je lisais beaucoup aussi. Ouais, je crois que c'était les 2 premiers. Max et Lily, il y a des thématiques un peu particulières aussi dans les livres. C'est souvent lié à des questions qu'on peut avoir quand on est enfant, etc. Ouais, bien sûr. C'était lié à ça aussi, tes lectures de ça? Je pense que ça a aidé un petit peu. Ouais. Ma mère me faisait passer des fois discrètement des Max et Lily avec certains sujets, quand elle sentait que il y avait certaines questions qui se posaient. Il y avait des livres chez toi, par exemple, là où tu vivais, où tu habitais, il y avait des livres? Pas beaucoup. J'ai pas grandi dans un milieu très tourné sur la culture. Enfin, de façon générale, on n'écoutait pas forcément beaucoup de musique. Classique, notamment. Et donc, ils étaient où les livres? Tu allais les chercher où? C'est moi qui allais les chercher quand on allait acheter, par exemple, des manuels ou des choses pour l'école. Je voyais des livres et du coup, je disais à ma mère, est-ce qu'on peut acheter celui-là? Est-ce qu'on peut acheter celui-là? Ok. Ouais. Et ça te faisait du bien? Ouais, beaucoup. Et tu partageais ces lectures avec, par exemple, ta mère, ou est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment un moment à toi, juste dans ta bulle? Oui, c'était vraiment personnel, ouais. Et c'est resté comme ça? Non, avec le temps, voilà. Entre-temps, non, j'ai appris à en faire. Déjà, j'enseigne le français, donc ça, c'est quelque chose que j'ai un peu voulu partager. C'est drôle, je me rends compte que ça remonte à vraiment beaucoup plus loin que ce que je pensais en répondant à tes questions, tout ça. Ça fait toujours cet effet-là. Oui. Il y a peut-être des personnes dont tu aimes la vie ou dont tu apprécies les goûts, avec qui tu as envie. Quand tu as lu un livre qui t'a vraiment plu, est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu as envie d'en parler tout de suite, ou c'est vraiment quelque chose qui reste à toi? Ça me prend du temps. Alors, d'en parler? Oui. Après, je suis très très lent dans beaucoup de choses. Et ça me prend du temps pour lire un livre, pour le terminer, pour le digérer. Il reste avec moi en général un moment, et ça m'est arrivé effectivement d'avoir vraiment des grands coups de cœur comme ça pour des auteurs que je connaissais parfois, et à ce moment-là j'ai engagé la discussion avec elle ou eux, mais c'est pas toujours le cas. Parfois c'est un amour secret, quoi. Et là en ce moment par exemple, t'as un livre en cours, plusieurs? Ouais, alors récemment, là tout récemment, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai commencé à lire un livre de Faiz Agen. Tu peux le citer? Oui, qui s'appelle, alors c'est Kif Kif Taras, je crois. Il s'agit de Kif Kif Demain, roman de Faiz Agen, paru en 2004, à ne pas confondre avec Kif Taras, le podcast de Rokhaya Diallo et Grassley. Quelque chose comme ça. C'est le premier. Ouais, c'est ça. Non, je l'ai commencé là tout de suite, et c'est drôle parce que Faiz Agen, hier ou avant-hier, elle a rebondi sur une story que j'ai fait sur Instagram sur la francophonie, et sur le fait que c'était souvent considéré comme malheureusement une catégorie qu'on accole à des auteurs en refusant par là même de les classer en littérature française, et c'est une forme pour moi de discrimination coloniale, un résidu disons de colonialisme, et on est tombé assez d'accord, donc on a pas mal discuté après, et j'en ai profité pour lire son livre que je viens de commencer. Et qui parle de quoi? Tu pourrais en parler? Alors c'est vraiment, je suis au tout début, et comme je lis jamais les résumés, je peux pas en parler dans le détail. Tu le découvres au fur et à mesure? C'est ça, mais c'est l'histoire d'une adolescente qui raconte son vécu en France. Elle est de mère issue de l'immigration marocaine.
C'est drôle d'ailleurs, on dit issu de l'immigration, mais c'est comme si c'était un pays, quoi. Et dont le père l'a abandonné, donc c'est écrit de manière très orale et très percutante. Il y a vraiment un rythme qui reste en tête après. Je trouve ça assez chouette. Et ça traite de la thématique de l'immigration avec ce qu'elle peut avoir de violent. Voilà, donc ça c'est pour le volet roman. Sur le volet essai... Est-ce que tu as toujours plusieurs lectures en cours ? Ouais, je fais toujours les deux. J'essaie de lire les deux pour... Voilà, je sais pas pourquoi. On ne sait jamais pourquoi tout le temps. Et le deuxième c'est Fatima Wassak. Voilà, j'avais lu pour une écologie pirate avant, et là je lis donc rétrospectivement. Ouais, c'est ça. La puissance des mers. Je viens de m'y mettre. Moi j'adhère totalement. Enfin voilà, pour une écologie pirate, j'avais apprécié le propos parce que je trouve que ça dégage beaucoup d'a priori. Et alors c'est en une phrase, mais bon vraiment, on pourrait en parler longtemps, mais je trouve que ça replace la question sociale au-dessus d'autres questions. Voilà, dont la question écologique. Et je trouve que c'est bien. Elle priorise quand même en disant que tant que la question sociale ne sera pas réglée, des inégalités j'entends, en fait on ne pourra pas faire de l'écologie un projet politique citoyen. Il y a des chauves-souris. Pardon. Ça commence. C'est génial. La nuit tombe, pour de vrai. Mais sinon, comment tu les choisis, tes lectures en règle générale ? Bon, il y a différents cas de figure, je pense. Soit on me pose une question, par exemple, le type est-ce que vous avez lu telle ou telle chose pendant une rencontre ? Ouais. Et dans ce cas-là, je me dis ah bah tiens non, donc ça vaudrait le coup d'essayer de lire ça. J'ai des listes dans tous les sens aussi de choses à lire depuis des années, donc je pioche un peu dedans aussi. Et puis il y a des noms. Voilà. D'auteurs ou d'autrices que tu suis ? Oui, il y a des noms comme ça un peu fantomatiques, tu sais. T'en entends une fois parler et tu l'oublies pendant quelques temps et tout à coup ça revient. Et j'ai tendance à croire qu'il y a toujours quelque chose à creuser dans ces cas-là. En fait, ce qui revient pas est réglé d'une certaine façon. Donc je pense que quand t'as quelque chose qui revient et que tu n'as pas forcément l'intention que ça revienne, mais vraiment que ça te colle à la peau, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et je pense que les meilleures fictions sont là, dans ce que tu ne règles pas. Mais vraiment, ce que moi j'aime lire, c'est ça. C'est quand je sens que le texte vient vraiment du ventre, qu'il n'y a pas de sujet, forcément. Ou alors qu'il y a un sujet, mais finalement le sujet, tu vois, ça pourrait être ça ou autre chose en vrai. Et qu'il y a juste un souffle comme ça, un peu des cavernes, quoi, qui sort sans qu'on veuille, sans qu'on sache exactement ce qui se passe. Je crois que je pense oui que il y a des communautés de lecteurs et que c'est bien que ça soit partagé. Enfin évidemment que voilà c'est très salutaire et que ça permet de se réunir autour d'histoires. Mais l'acte de lecture c'est un refuge aussi. Alors il y a différentes situations. Moi je pense que c'est peut-être un peu extrême, mais je pense que quand même c'est un moment de soi à soi des fois et c'est bien que ça le soit quand même. Il me semble. T'enseignes aussi, toi ? Ouais. T'enseignes à des grands ados, des jeunes, des lycéens. À des lycéens. Comment tu penses qu'on peut donner envie de lire ? Je comprends bien que c'est quelque chose qui est assez privé, un refuge, etc. Et je partage ça avec toi. Mais comment donner envie de lire à quelqu'un, alors ? Je trouve que c'est de plus en plus difficile de rivaliser avec le reste. Avec tout le reste ? Tout le reste. Tout ce qu'il est possible de faire plus facilement et qui... exige encore moins. Est-ce que c'est difficile de lire ? Ben non, mais en fait, si tu veux, c'est plurifactoriel parce que il y a aussi un combat social là-dedans. C'est-à-dire que la lecture, en France en particulier, elle est quand même beaucoup associée à quelque chose de sérieux. Enfin, tu vois, là, depuis quelques années, on a le plaisir de voir la BD comme vraiment un genre littéraire, tu vois, mais ça a pris du temps, tu vois, et c'est tout ce paradoxe, c'est-à-dire que, par exemple, lire des livres drôles, enfin, je veux dire, à l'école, moi j'en ai jamais lu, personne dans les librairies que j'ai connues quand j'étais jeune me disait « Ah bah tiens, regarde, il y a un roman très très drôle, lis-le ». C'était dévoyé, et en fait, je pense que c'est très dommage, parce que ça peut être un acte plaisant et divertissant, la lecture, qui exige pas forcément une introspection ou une enquête psychologique, enfin tu vois, ça peut être un acte juste drôle, amusant,
Enfin, tu vois, c'est bête, hein, mais moi, j'ai découvert Jean-Paul Dubois tard. J'ai découvert John Fante tard, tu vois. C'est des auteurs qui sont aussi divertissants qu'une série, quoi. Vraiment, tu rigoles, vraiment, mais sans te forcer. Et pas parce que c'est intelligent. Parce que c'est intelligent, mais aussi parce que juste c'est drôle. Enfin, vraiment, c'est parfois un même potache. Il y a par exemple un moment je crois que c'est dans Plein de vie de John Fante où le narrateur... Enfin, je trouve ça encore drôle maintenant, mais c'est bête, hein, mais juste, il est dans un train et il déteste son père. Voilà, il est avec son père dans le train, il le déteste et son père le déteste. Mais ils prennent le train ensemble. Et ils se font plein de petits pièges comme ça, et ils passent leur temps à s'emmerder vraiment. Et il y a un moment où ils dorment, donc ils vont dormir dans leur couchette, le père et le fils, et le fils dit au père, si tu veux, prends la couchette, si tu veux être confortable, moi je vais aller dormir dans le wagon, sur les sièges, quoi. Son père lui dit non, t'inquiète pas, dors là, moi je vais dormir aussi là, ça va aller, t'en fais pas. Il dort, il se réveille le matin et il passe dans le wagon et il voit son père assis et il voit tout le monde le regarder avec un air massacrant, tous les passagers. Tu vois vraiment dépité, etc. Et en fait, il apprend plus tard que son père a dit à tout le monde qu'il l'avait forcé à dormir dans le wagon. Tu vois ? Je vois. Donc ça, je trouve que c'est une scène. Enfin, c'est juste très parlant. Ouais, c'est très drôle et ça pourrait être une scène qui ferait rire. Tu un la ado. visualises, oui, ça pourrait clairement. être. C'est très cinématographique. Ouais, absolument. Donc je pense que c'est ça qu'il faut reconquérir. Et je pense aussi que peut-être au début. Comme la course à pied ou comme plein de choses, il faut s'obliger. À lire. Ouais. C'est comme un sport, comme un muscle qu'il faut. Ouais. Okay. Je pense. Ouais. Ma vie probablement un peu. Non, mais j'aime un bien. peu triste, mais. Non, je sais pas si c'est triste parce que si tu en tires du plaisir à terme, c'est que ça valait le coup. Je pense, ouais. Et puis c'est que finalement, c'est quand même une hygiène de vie, c'est aussi lire, tu vois. Comment vivent les livres entre tes mains ? Alors, en général, je rencontre des auteurs. Okay. Donc on s'échange des livres. Donc là il y a un certain stock que j'ai là qu'il faut que je lise. Des livres que je vais acheter parfois. C'est bien que les libraires te conseillent par exemple ou te disent. Oui, ça j'aime beaucoup. C'est vrai. Ouais. Alors en sachant que je suis un peu. Enfin c'est rare que j'aille en librairie sans avoir d'idée. Il y a des auteurs, quel que soit ce qu'ils écrivent, quoi qu'ils sortent, t'as envie de les lire, t'as envie de les suivre absolument. Des gens comme ça que tu suis. Ouais, il y a des auteurs que je suis. Comme qui par exemple ? Par exemple, moi je sais que Bougar, Mohamed Mbougar Sarr, oui. c'est un copain, c'est un ami que j'ai depuis quelques temps. Et j'ai vraiment adoré tous ses textes. Et je le suis. Qui a eu le Goncourt il y a 2 ans. Il y a eu le Goncourt, effectivement, ouais. La plus secrète mémoire des hommes, oui, chez Philippe. Exactement, ouais, c'est ça. Il y a Sabine aussi que je suis de près. Sabine Rousseau, ouais. Mais il y a quelque chose de. J'ai l'impression dans ceux que tu viens de citer, au-delà de ton attachement à leur écriture, il y a quelque chose de l'humain aussi. C'est que t'aimes les personnes, donc tu vas. Ouais. Ou alors t'aimes leur texte, et donc ensuite tu vas aimer les personnes, ou comment ça se pose peut-être pas la question, ça se fait comme ça. C'est d'abord des gens. Okay. C'est d'abord des gens. C'est d'abord des rencontres. Ouais, c'est d'abord des rencontres. Okay. En tout cas, ça a été le cas là dernièrement. Pour les personnes que tu as citées. Voilà, effectivement. Je vais te poser une question que tu crains beaucoup, je pense. Ok. Peut-être que tu l'as pas préparée non plus, mais bon, on a un peu parlé. Comment ça non plus ? Il doit y avoir beaucoup de livres chez toi. Oui. Comment sont rangés les livres dans ta maison, dans ton appart, dans ta bibliothèque ou dans tes bibliothèques ? Comment tu organises tout ça ? Alors tu dis comment, donc ça suppose déjà qu'il y a une prémisse, c'est qu'ils sont rangés. Ils sont posés quelque part. Alors ils sont effectivement posés. Ils sont par terre ? Non, ils sont dans une bibliothèque. Déjà, tu vois ? Alors, bon, c'est absolument inintéressant, mais j'ai quand même constitué moi-même. J'ai acheté des blocs de ciment. De ciment ? Voilà. Ok. Sur lesquels j'ai mis des planches. Voilà. Et le résultat est absolument terrible parce que je suis vraiment pas bricoleur et donc du coup j'ai peint les planches en question. Sauf que je les ai peints. Il y a une tranche que j'ai pas peinte parce que je voulais pas attendre que ça sèche. Donc j'ai cette bibliothèque là qui vaut ce qu'elle vaut et dans laquelle je mets donc les livres sont vraiment pas rangés ni par ordre alphabétique. Je crois que les livres en anglais sont quand même dans un coin.
Ok. Il y en a un certain nombre d'ailleurs. Et les livres que j'ai pas encore lus sont dans un autre coin. Si tu dois prendre dans une valise pour partir au bout du monde, allez, 3 de tes bouquins, 3 livres absolument que tu voudrais garder près de toi. Oh là là, elle est terrible celle-là. Elle est terrible cette question, je sais. Je pense que je prendrais un petit Nicolas. Ah, c'est beau ça, Quand même. en souvenir de ton enfance. Oui. Tu en as toujours chez toi? Ouais. Notamment, j'ai une vieille édition de Sampé. Alors, c'est pas le petit Nicolas, mais c'est Marcin Caillou. Oui. Je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, donc peut-être que ça, je prendrais, ou le petit Nicolas. Je pense que je prendrais aussi Le milieu de l'horizon de Roland Buty. Je connais pas ce texte. Ouais, c'est mon texte préféré. Vraiment? Ouais, depuis. Tu peux m'en dire un mot? Oui, c'est l'histoire d'un enfant, d'un ado qui vit dans la campagne suisse et qui raconte son été pendant une canicule. Son père est agriculteur et raconte son été pendant un épisode de sécheresse très fort qui fait que tout s'écroule en fait autour. Et c'est un livre qui m'a vraiment renversé. C'était au mois de juin de l'année 1976. C'était le début des grandes vacances de mes 13 ans. C'était l'année de la sécheresse. Des wagons-citernes acheminaient de l'eau puisée au fond des lacs vers les villages. Sous un ciel aussi jaune que du papier maïs, les militaires avec leurs camions et leurs motopompes s'occupaient des arrosages de secours pour sauver les plantations qui pouvaient encore l'être. Les autorités avaient activé le plan Orca. Il ne pleuvait plus depuis des semaines, comme il n'avait pas neigé sur les montagnes durant l'hiver. Les nappes phréatiques ne s'étaient pas remplies au printemps. Tout était sec en dessous, tout était sec en surface et notre campagne ressemblait à un vieux biscuit dur. Certains disaient que le soleil s'était soudain rapproché de la terre, d'autres disaient que la terre avait changé d'axe et que c'était elle qui, au contraire, était attirée par le soleil. Je pensais que cette chaleur particulière était causée par un astéroïde tombé non loin de chez nous, par un gros corps céleste constitué d'un métal inconnu dégageant des vapeurs toxiques invisibles. Comment expliquer autrement que par des gaz lentement diffusés vers les maisons du village nous empoisonnant à notre insu, la modification insidieuse du caractère de maman, sa transformation en une autre personne, la perte de la maîtrise de nos vies au cours de cet été, la fin du monde de mon enfance. Roland Buty, Le milieu de l'horizon, édition Zoé. Et ensuite, La nuit est tombée. Pardon, mais je crois que c'est presque encore plus beau que tout à l'heure. Oui, j'aime bien aussi. Ouais, quelques lumières, j'aime bien le... Non mais vraiment, reflet de la si je lumière. dois décerner une palme d'or au plus bel endroit où j'ai été, c'est vrai que j'ai fait que 6 endroits, c'est celui-ci qui gagne. Ah, super. Ouais. Je suis content que ça te plaise. Et le troisième? Et le troisième, Les 2 premiers, quelque chose me dit que ça changerait pas tellement si je te reposais la question dans 1 an ou 2 ans. oui, je pense pas. Et le dernier, je pense que je prendrais un essai. Alors j'hésite entre 2. Tu peux dire les 2, je t'accorde moi, les 2. voilà, donc les 2 que je prends, les textes qui m'ont vraiment le plus marqué comme ça dans cet ordre-là, c'est l'orientalisme de Saïd. Et le deuxième, c'est Pauvre petit blanc de Sylvie Laurent. Donc l'orientalisme, bon, j'en dis quelques mots quand même si tu veux, mais c'est vraiment l'idée que l'Occident a forgé ce que c'est que l'orientalisme et c'est une machine qui lui a permis de reproduire un certain nombre de clichés et de préjugés. Et Sylvie Laurent, dans Pauvre petit blanc, elle s'intéresse au renversement produit depuis plusieurs années dans le discours de certaines personnes blanches, donc en tant que catégorie sociale, pas en tant que couleur de peau, c'est-à-dire la réalité sociale que recoupe le fait d'être blanc. Ce discours qui est en ce moment créé de renversement du rapport de force, c'est-à-dire que les blancs se considèrent comme étant minoritaires. Voilà. Et elle déconstruit ce truc-là. Après, bon, sur une île déserte, est-ce qu'il y a vraiment des raisons J'ai dit île déserte, j'ai dit au bout du monde. Hein. Ah, au bout du monde, ok. Tu notes des choses, tu cornes, comment tu traites tes livres? Ouais, alors je corne, je fais en sorte que la pointe de la corne arrive à l'endroit du texte où il y a la citation. Bon, alors, est-ce que c'est massacré un peu? J'adore. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup. Bon, et voilà, et donc ça, c'est une manière de faire. Après... T'écris dans tes livres?
Non, j'écris pas dans mes livres, mais par contre j'ai un document dans lequel je note toutes les citations que je trouve intéressantes à garder, quoi. Est-ce que tu as déjà un souvenir de rencontre, un truc un peu insolite, un peu drôle ou un peu marquant qui te serait arrivé grâce à la lecture d'un livre? Disons qu'il m'est arrivé des choses loufoques Ouais. pendant que je lisais souvent. Ouais. C'est-à-dire là tu penses à quelque chose? Des rencontres, mais des rencontres un peu bizarres, étranges. Par exemple, je sais qu'il y a un moment, bon, c'est pareil, c'est un épisode dont je suis pas fier du tout, encore moins que la bibliothèque d'ailleurs, mais j'étais... J'adore l'épisode de la bibliothèque. Bon. Mais je sais que par exemple, on parlait de Jean-Paul Dubois tout à l'heure. Je me souviens d'un jour où je lisais Jean-Paul Dubois dans le métro à Lyon. À ce moment-là, j'habitais à Lyon. Et je lisais un roman qui s'appelle, qui a pour titre Tout le monde se lève. Le matin, tous les matins je me lève. Ok. Voilà, le titre à la Dubois, quoi. Je lisais ce texte-là. Et tout à coup, j'étais vraiment dans mon monde. Et voilà, j'ai pas fait attention à l'environnement. Et j'entends quelqu'un qui me dit ah purée, il s'est pas foulé pour le titre. Et je dis, avant de regarder la personne, en même temps, il faut bien se lever. Et au moment où je dis ça, je regarde la personne et je découvre quoi? Que cette personne est en fauteuil roulant. Attends, excuse-moi. Voilà. Donc ça c'est le Ah genre oui, en effet. Le titre est important pour toi? Est-ce que, sans savoir quoi que ce soit sur l'histoire ou l'auteur, tu peux choisir un livre par son titre ou au contraire ne pas le choisir à cause de son titre? Ouais, en fait c'est un élément. C'est un élément, un critère pour toi. Voilà. J'ai une tendance en général à voir le titre, à regarder la quatrième et à lire la première phrase. Ok. J'aime bien la première phrase aussi. Je trouve que c'est toujours un moment important. Et après j'ouvre le livre au hasard à un endroit, mais je lis une autre phrase. Avant de le choisir, tu l'ouvres au hasard. Ouais. Tu fais ton propre prix de la page 111. Voilà. On avait imaginé une sorte de passeport un peu littéraire, enfin voilà, avec un certain nombre de questions qui seraient un peu les mêmes pour tout le monde. Donc Jade. Première question, si tu étais un titre de livre? Je pense que je serais Le Caprice de vivre. Parce que c'est un titre qui raconte quelque chose pour moi, je pense, vraiment. Tu peux j'aurais tendance, enfin, tu vois, j'aurais pu inventer autre chose et c'est un peu nul de citer son propre titre, sans doute, mais je trouve que ça renvoie quand même à quelque chose qui m'habite, c'est-à-dire qui est vraiment la nécessité d'avoir une intransigeance dans la manière dont on vit. Si tu étais un héros, une héroïne de roman, tu serais qui? Alors, si j'étais une héroïne ou un héros de roman, moi j'aimerais bien être un petit garçon, tu vois, qui serait un peu libre, tu vois. T'es en train de l'inventer là. Ouais. T'as pas un personnage auquel tu penses, mais vas-y, c'est très bien. Si par exemple, tu vois, je me dis, tu vois, j'aimerais bien être de ces personnages-là, de type Tom Sawyer par exemple, tu vois. J'aimerais beaucoup, je pense. Tu sais, il y a une forme d'insouciance que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un rêve impossible, hein, tu vois, mais... D'être libre? Ouais. Il y a un âge où ça s'arrête, je pense. La liberté? Ouais, ça devient une autre liberté, je pense, où c'est une liberté qui est entourée. Tu vois, je pense, vraiment. Et du coup, t'as la nostalgie de cette période où tu pouvais faire tout ce que tu voulais? Ouais, en fait, je trouve que, tu sais, à partir du moment où tu prends conscience de ce que c'est que de ta liberté, tu la perds un peu. Parce que, d'une certaine façon, quand t'es petit, t'es libre, mais tu le sais pas. Donc t'es vraiment libre. Quand tu commences à penser à ta liberté, c'est que elle est menacée. Tu vois. Donc c'est déjà trop tard, d'une certaine façon. Après, tu t'aménages des espaces de liberté, tu vois, mais il y a toujours un cercle. Et puis c'est normal, enfin voilà. On pardonne pas à un adulte, quoi. Est-ce qu'il y a un texte qui n'est pas de toi, dont tu t'es dit à la lecture, genre, adoré écrire ça? Ouais, moi vraiment la plus secrète mémoire des hommes, j'ai beaucoup aimé. Et puis vraiment le milieu de l'horizon. Ouais. Le milieu de l'horizon, j'aurais adoré écrire un truc comme ça. Vraiment. Faut que je le lise. Ouais. Franchement, je te le conseille. Bah écoute, il y a des textes comme ça qui vraiment se développent
donc prennent de l'ampleur, de la place, mais qui conservent ça. Et il y en a pas beaucoup. Moi je sais que par exemple Belle du Seigneur, c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé pour ça, parce que on garde vraiment tout du long cette tension, c'est quelque chose de très ventral. Voilà. J'aime beaucoup ce texte. Je crois que je connais le dernier paragraphe par cœur. Ah oui? Bon, je vais pas le dire là parce que je vais me planter, mais... Alors il lui ferma les yeux, et il se leva, et il la prit dans ses bras, lourde et abandonnée, et il alla à travers la chambre, la portant, contre lui la serrant, et de tout son amour la berçant et contemplant, muette et calme, l'amoureuse qui avait tant donné ses lèvres, tant laissé de fervents billets au petit matin, berçant et contemplant, souveraine et blanche, la naïve des rendez-vous à l'étoile polaire. Chancelant soudain, et un froid lui venant, il la remit sur le lit et il s'étendit auprès d'elle, baisa le visage virginal, à peine souriant, beau comme au premier soir, baisa la main encore tiède mais lourde, la garda dans sa main, la garda avec lui jusque dans la cave où une naine pleurait, ne se cachait pas de pleurer son beau roi en agonie contre la porte aux verrues, son roi condamné qui pleurait aussi d'abandonner ses enfants de la terre, ses enfants qu'il n'avait pas sauvés, et que ferait-il sans lui? Et soudain la naine lui demanda d'une voix vibrante, lui ordonna de dire le dernier rappel, ainsi qu'il était prescrit, car c'était l'heure. Albert Cohen, Belle du Seigneur, édition Folio. Est-ce qu'il y a un auteur, mort ou vivant d'ailleurs, que tu aurais aimé rencontrer, à qui tu aurais aimé poser des questions? Ouais, je crois que... Bon, il y en a plusieurs, mais celui que j'aurais vraiment apprécié rencontrer, c'est Henry Miller. Ok. Ouais. Parce que vraiment... de ce que j'ai pu voir de ses projets artistiques aussi, et de ses projets littéraires. Qu'est-ce que tu aimerais lui demander ou lui dire? Je crois que j'aurais juste envie de boire un café avec lui. Ouais. Vraiment. Sympa. Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu vas lire prochainement, quand tu auras terminé les 2 textes que tu as en cours? Oui, l'auteur que j'aimerais lire, je crois que c'est Benoît Coquille, que j'ai rencontré dans une super librairie. Et qui a écrit Petite chose, et c'est un texte dont on a discuté au cours de cette rencontre, et je suis intrigué, j'ai envie de découvrir son univers et son écriture surtout. Publié chez Rivage, une histoire de champignon. Tu sais, dans ce podcast, il y a une petite particularité, c'est que l'auteur que j'ai rencontré avant toi t'adresse une question sans savoir qu'elle sera pour toi, une question à l'inconnu. Donc c'est Sabine Koussoub, justement, que j'ai vu et qui te pose cette question. Quel est le livre qui, dernièrement, t'a fait le plus rire? Alors ça tombe bien, je trouve que les étoiles sont alignées parce que ça rejoint ce que tu disais un peu tout à l'heure sur les livres drôles. Ouais. Le livre qui t'a fait le plus rire? Le livre qui m'a fait le plus rire dernièrement, c'est Plein de vie de John Fante. Que tu citais tout à l'heure? Que j'ai cité tout à l'heure. Okay. Vraiment, j'insiste. C'est à lire, hein, c'est un incontournable pour vraiment rire pleinement. Et à ton tour, il faut que tu formules une question pour la personne que je verrai après toi, sans savoir qui il ou elle sera. Est-ce que tu as un peu réfléchi à ça? Oui. Alors, bon, je propose comme question. Quel est le livre? C'est ça. Donc, quel est le livre? Donc je peux dire tu. Bien sûr. Voilà. Quel est le livre dont tu sais qu'il est trop tôt pour qu'il soit nécessaire, mais dont tu es convaincu que dans 10 ans il le sera? C'est parfait. On te fera part de la sa réponse. J'attends avec impatience. Jade, je te remercie infiniment parce que c'est que la 2e fois qu'on se voit. Tu as accepté quand même de répondre à mes questions. Et moi j'ai accepté un rendez-vous by night sans te connaître aussi. Donc je nous trouve très courageux tous les deux. C'est juste. Merci infiniment. Merci à toi, Denis. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Jade Hilal. Retrouvez sa sélection de livres sur le site de la librairie www.desgentsquilises.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la rencontre d'une autre bibliothèque et belle journée dans les livres.